Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Voilà, 19h31. Donc on continue de parler du luxe parce qu'il y a eu cette phrase très forte tout à l'heure de Chanel qui nous dit la crise pèsera sur le secteur pendant 2 mois. Déclaration. Non, 2 ans. 2 ans, 2 ans. On aurait bien souhaité, ça sera 2 ans. Déclaration du directeur financier de Chanel. Chose rare, le groupe a donné ses chiffres d'affaires et bénéfices sérieusement affectés par la crise du coronavirus. Eh bien oui, ça a été plutôt bien, on le disait à l'instant en 2019, mais en 2020, forcément, ça va être plus compliqué. Du coup, chez Chanel, on annonce déjà une réduction des dépenses publicitaires d'1 quart, un ajustement de la production, annulation d'événements, même les défilés de mode prévus cette année, et puis aussi réduction des effectifs sans mettre personne dehors, ceci dit pour l'instant, et pas de versement de dividendes. Delphine Vitry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de l'agence de conseil MAD, qui est en train de sortir, puisque vous se sortez par étapes, une grosse étude sur le secteur du luxe dans l'après-crise. Ce que l'on voit là n'est pas très étonnant. Et en même temps, parce qu'on sait que le secteur du luxe est touché, on en parlait à l'instant avec le dirigeant de Moët Hennessy, mais quand même 18 mois à 2 ans pour se remettre, ça vous semble beaucoup ? Je pense que de toute façon, il est beaucoup trop tôt pour être capable d'être plus précis et que finalement, tous les points de vue semblent converger. 18 mois, 24 mois, ça veut dire qu'on a quand même des maisons de luxe qui, globalement, étaient également sur des croissances et des rythmes de développement sur les dernières années qui étaient quand même assez admirables. Tout le temps. À 2 chiffres, pour simplifier. Donc dire qu'il va falloir 18 à 24 mois pour retrouver un rythme de développement qui faisait l'envie de tout, j'allais dire, la majorité des autres secteurs du monde. Bien sûr, je veux dire, là non plus. Ah oui, si c'est pour revenir à ces niveaux-là de chiffres, effectivement, il va falloir du temps. Si c'est pour juste rentrer dans les clous, peut-être qu'il va falloir un petit peu moins de temps. Après, tout dépend de ce que ça veut dire rentrer dans les clous. Oui. Disons de revenir à l'équilibre et de ne plus être en perte. Ah, alors, la perte, après ça dépend. Personne n'a de boule de cristal et personne n'a de chiffres. Mais on a quand même une industrie qui est globalement assez résiliente, qui a entamé cette crise en étant robuste, en étant solide. Alors après, vous le savez comme moi, et je pense que ce n'est pas simplement le monopole du luxe, mais le Covid, il s'est attaqué, si je puis dire, aux organismes les plus faibles. Voilà. Donc, si on regarde le luxe dans son ensemble, il est certain que certaines maisons, et certains secteurs vont souffrir plus que d'autres, et qu'il faudra même peut-être plus que 18 à 24 mois. Maintenant, si on regarde la big picture, on a quand même des grands groupes solides, robustes, et pour lesquels, j'allais dire, après c'est la bouteille moitié vide ou moitié pleine. Est-ce qu'on regarde ça comme une opportunité peut-être d'accélérer des changements qui étaient entamés ? Je pense qu'on peut le regarder comme ça également. Ça serait par une concentration dans le secteur. Je ne parle pas au niveau des grands groupes, des géants, mais peut-être de groupes plus modestes pour vous, de toute façon. À partir du moment, je dirais là non plus, c'est pas le monopole du luxe, à partir du moment où vous avez certains acteurs plus petits qui sont fragilisés, il est évident qu'il est Oui, on a parlé par exemple de LVMH qui mettrait la main sur Ferragamo, par exemple. Ça fait partie des rumeurs. Mais justement, pour reprendre l'exemple de Chanel, le directeur financier nous a dit pas mal de choses. Aujourd'hui, alors d'abord, il y a la question du e-commerce, parce que c'est intéressant, ça, évidemment, ça fait partie de ces accélérateurs, effectivement, de ce qui va accélérer avec la crise. Le e-commerce a été une chose très importante pour Chanel pendant la crise, et pourtant, ils décident toujours de ne pas vendre de vêtements sur leur site. Alors, ça, c'est un vrai choix. Très rapidement, je pense qu'il faut remettre 2-3 ordres de grandeur. Le e-commerce a effectivement, pour des raisons évidentes, quand vous ne pouvez pas sortir de votre salon, c'est évident que si vous voulez acheter des produits, fut-il de luxe, vous le faites en ligne. Plus 60% depuis le début de l'année. Oui, mais c'est pour plus 60% de ce qui était... Ce qui était rien du tout. Petite part. Oui. Donc plus 60% de pas grand-chose, ça fait toujours assez peu. Après, attention, parce que quand on regarde Chanel ou l'ensemble du luxe, on va avoir une partie du business qui sont les parfums cosmétiques, on va dire avec des prix moyens, un rouge à lèvres qui coûte 50 €, c'est un rouge à lèvres de luxe. Et à l'extrême inverse, on va avoir des rivières de diamants qui vont coûter des centaines de milliers d'euros. Donc on parle de choses qui ne sont pas toujours comparables. Ce qui est toujours vrai dans le luxe en revanche, c'est que le pourcentage des transactions qui sont faites sur le e-commerce reste, j'allais dire, encore une fois, ça dépend si on parle d'un rouge à lèvres ou d'une rivière de diamants, mais c'est capé en dessous de maximum 20%. Donc ils ont encore de la marge. La bonne nouvelle quand même de ça, c'est qu'on dit plus 60% sur l'e-commerce, ça veut dire que l'appétence pour le luxe était là malgré le confinement et malgré la crise. C'est ça aussi qu'il faut voir derrière. Bien sûr. Et d'ailleurs, le meilleur exemple que ça n'a pas... C'est pas une remise en question du business model du luxe, cette crise. Et le luxe, c'est un rapport à soi, c'est un rapport au temps
qui n'est pas quelque chose qui a été, c'est pas une grande claque réservée au luxe, ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, si on regarde nos amis chinois, réouverture de la Chine, quelques semaines d'avance, et on a vu des images assez étonnantes. De clients qui se précipitaient. La queue, voilà. Donc le rapport au luxe n'est pas le premier sujet qui est remis en question par cette crise. En revanche, la façon d'acheter, et qu'est-ce que je vais acheter, et où je vais l'acheter, oui, certes. Ça, c'est important. Donc, on a parlé du e-commerce. Et quels sont les autres défis que vont devoir soulever? Alors, vous en avez soulevé 4, je crois, dans votre étude. Oui. Voilà, il nous reste 1 minute 30. Les 4 défis à relever pour le secteur du luxe. On va même les simplifier. On va dire qu'il y en a deux et demi. Il y a la Chine. Ouais. Et ça, La vous Chine, l'avez dit tout à l'heure. Oui. La Chine, les clients chinois vont pas tarder à représenter la moitié de la consommation du luxe, sauf qu'ils vont le faire chez eux. Quand ils le font chez eux, ils le font pas chez nous. Quand je dis chez nous, je parle de géographiquement l'Europe. Ça veut dire que la première, assez probablement région qui va souffrir très durablement, pour le coup, c'est l'Europe. Il n'y a plus de clients. Les clients achetaient déjà à 80% chez eux, les Européens, donc ça ne va pas compenser. Et ça aura plein de conséquences. Deuxième élément, c'est le rapport du luxe à son client final. Le luxe, c'est une vision créative. On ne répond pas à un besoin, on invente un rêve. Bon, pour autant, les vrais enjeux vont tourner autour de la façon dont les marques vont réussir, vouloir et savoir parler et voire même échanger avec leurs clients. Et le demi, c'est finalement simplement la conséquence de ce qu'on vient de dire avant, c'est le digital. Le digital, c'est un mot valise, c'est un outil, c'est pas une vision du monde. Pour autant, on ne pourra pas relever les 2 premiers défis sans le digital. Mais quand on dit que le luxe c'est une rencontre, c'est une expérience en magasin, en boutique, ça, ce lien ne disparaîtra pas totalement, il faudra les réinventer. On va le réinventer. Et bien vous savez, on n'est jamais aussi bon quand on est sous contrainte. Et le luxe, c'est le métier de la création et de la créativité. Ouais. Voilà. Donc ça va faire une autre contrainte. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il la dépasse. Et on n'a aucun doute sur le fait que quand même, peut-être un mercato va s'organiser, des têtes vont valser. On voyait juste aujourd'hui, par exemple, à la tête du groupe Swatch, il y a eu un grand jeu de chaises musicales à la tête de toutes les maisons horlogères du groupe. Mais ils ont gardé les gens qui venaient justement du groupe. Eh oui, exactement. Donc certains vont faire un mercato en interne, d'autres vont regarder dehors. C'est simple. Voilà, c'est exactement. C'est un moyen aussi un peu de se remettre en question et d'accélérer. Merci infiniment pour votre décryptage. Delphine Vitry, cofondatrice de l'agence MAD, donc suivre et à découvrir votre étude, donc la partie sur la fashion justement qui sort aujourd'hui. La 3e partie sur la fashion sort demain. Elle est disponible sur notre site et largement diffusée. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. 19h40 dans quelques secondes, BFM Business avec vous. On répond à vos questions.